Une fois le marché cible défini et les consommateurs cibles déterminés, il faudra essayer de comprendre leur comportement. Il n'existe pas à proprement parler de modèle explicatif qui fonctionne à chaque fois. On sait par contre que certains facteurs sont récurrents et peuvent donner des indications relativement fiables. On trouve des variables explicatives du comportement d'achat dites externes, parmi lesquelles on va avoir le milieu d'appartenance, le groupe social et culturel de l'individu. On va trouver également des variables d'influence du comportement dites individuel, comme le sexe, l'âge, la situation financière, le style de vie, les motivations et les croyances, et bien évidemment tout ce qui peut sembler pertinent. Il va falloir réunir le maximum d'informations pour pouvoir modéliser, essayer et tester les réactions de nos consommateurs cibles en fonction de l'ajustement des différentes variables que nous avons énoncées. Quoique très peu utile de nos jours en pratique, notons pour sa beauté théorique le concept de besoin développé par Maslow et sa fameuse pyramide, un besoin étant en état de manque, une sensation que ressent une personne. Maslow a proposé une classification des besoins en 5 grandes catégories. Tout en bas de la pyramide, on retrouve des besoins essentiels à notre survie, comme manger, des besoins physiologiques. Nous montons dans la hiérarchie avec des besoins d'appartenance jusqu'à arriver à l'accomplissement ou au dépassement de soi aux valeurs personnelles. Maslow pose un principe de clapet. Les besoins de l'étage du dessus n'existent pas tant que l'étage du dessous n'a pas été satisfait. Par exemple, les besoins liés à la reconnaissance, qui se traduisent souvent dans nos sociétés par un port de marque ostentatoire, ne vont exister que si le besoin d'appartenance à un groupe familial et à des amis est déjà satisfait, et à plus forte raison, celui-ci n'existera pas, sauf si on se sent protégé et que l'on mange correctement avec une santé tout à fait acceptable. Une autre idée clé du marketing, que l'on utilise de l'étude de marché jusqu'à la réalisation des outils de vente, est celle des freins et des motivations. Les motivations et les freins sont des forces psychologiques qui poussent au comportement d'achat. On les classe généralement en 3 familles. Celles destinées à se faire plaisir seul, à faire plaisir aux autres, et celles destinées à s'affirmer. On les appelle hédonistes, oblatives, auto-expressives. Les freins, quant à eux, sont toujours dans les registres financiers. La peur que le produit ne marche pas, le risque psychologique de se sentir coupable pour avoir acheté tel ou tel produit qui n'était pas de première nécessité. Ces motivations et ces freins sont très utilisés du début à la fin de la chaîne de commercialisation d'un produit. On retrouve également ces motivations et ces freins dans les argumentaires de vente. Lorsqu'un vendeur vous propose un service ou un produit en particulier, lorsqu'il le décrit, il va toujours essayer de détecter à travers une première phase dite de découverte les besoins ou les motivations qui sont les plus importantes et les plus présentes chez vous. Il va pouvoir utiliser ensuite des petits outils mnémotechniques pour sortir le bon argument à la bonne personne, comme le son casse. Il va proposer à quelqu'un qui est sensible à la sécurité les arguments techniques et les preuves les plus tangibles qui y sont relatives. Par exemple, sur le marché de l'automobile que tout le monde connaît, un vendeur qui vous voit arriver en détectant un besoin de sécurité va argumenter davantage sur le côté airbag du véhicule et sur les notes obtenues aux nombreux crash tests. A l'inverse, si lors de la première discussion il détecte en vous une sensibilité élevée au confort, il va davantage argumenter sur les sièges, l'insonorisation du véhicule, la souplesse du moteur et je ne sais encore quel argument qui vantera le confort du véhicule. Les études marketing traditionnelles peuvent être abordées en 3 grandes parties avec 2 domaines de compétences principaux. Cette phase est constituée de ce que l'on nomme études documentaires ou phase dite exploratoire, qui consiste à lire le plus possible sur notre sujet et à s'entretenir avec des spécialistes du thème, des experts et des clients. Plus ou moins formelle, cette étape permet d'éliminer la recherche d'informations dites secondaires et de recentrer les sujets de l'étude autour de la problématique nouvelle. Ce passage est indispensable pour dégrossir le problème, économiser du temps et de l'argent, en évitant de mettre en œuvre des moyens importants pour trouver des réponses qui ont déjà été publiées. Suivent en principe les études qualitatives qui vont servir à comprendre en profondeur le discours, les freins et les motivations d'un petit échantillon de notre cible. En groupe ou individuellement, en prenant son temps et en utilisant des outils facilitateurs, nous allons pouvoir laisser émerger des informations importantes pour notre cible. Le quali va aussi permettre de comprendre comment un problème complexe se pose, comment un phénomène est vécu. En attendant que tout le monde ait un IRM fonctionnel sous la main, pour avoir une réponse à certaines questions, on emprunte les outils de la psychologie clinique et de la psychiatrie pour sonder les esprits, au-delà des simples opinions.
Les études qualitatives permettent d'expliquer et de mettre à jour des freins et des motivations, les attitudes et les attentes et le processus de décision des gens que nous interrogeons. On va au-delà de leurs barrières conscientes et la plupart des techniques utilisées viennent de la psychologie, des associations libres de Jung, de Rorschach ou les tests à perception thématique de Murray. Ici, on peut imaginer un focus group entre personnes concernées par le sujet ou les entretiens individuels ouverts. On pourrait avoir recours à un test descriptif pour aider les sujets à exprimer des motivations un peu délicates sans être bloqués par leurs émotions. Ce type d'outil de la famille des méthodes projectives pourrait consister par exemple à demander d'expliquer le comportement d'un personnage en situation, ici le consommateur type de notre produit. L'interviewé parlera de lui à travers les personnages en projetant ses freins, ses sentiments, en décrivant la situation de consommation, etc. Il sera plus à l'aise et plus réactif que s'il avait directement parlé de lui. On peut imaginer voir apparaître des peurs liées à la consommation de sucre par exemple, et la prise de poids ou encore des craintes liées à l'emploi de pesticides dans les fruits. Cette technique nous vient de la fin des années 40 et du lancement aux États-Unis du premier Nescafé. Ça a été un échec commercial alors que les blind tests étaient excellents. Les ménagères affirmaient que le goût ne convenait pas. Un psychologue proposa 2 listes d'achats identiques, à l'exception d'un seul article. Le Nescafé à la place du café en grains traditionnel dans une des listes. Les ménagères décrivaient alors le profil de la femme acheteuse du café en grains comme une bonne épouse, économe, et celle de l'autre liste comme une mauvaise épouse mal organisée et dépensière, tout ça parce qu'elle achetait du café soluble. L'étude quantitative va apporter une mesure statistique des opinions ou des intentions d'une population ciblée. Le plus souvent, elle est réalisée par sondage sur un échantillon qui doit être représentatif pour que les résultats soient exploitables. Idéalement, l'étude quantitative suit une phase qualitative. Par exemple, les tests quali et les entretiens ont permis d'apprendre que, pour votre nouveau véhicule, le rouge et l'orange sont associés par les personnes interrogées au caractère sportif du modèle. Le sondage vous permettra de mettre des chiffres sur ces faits et de savoir par exemple que 85% des individus de votre cible pensent que le rouge est la couleur qui irait le mieux devant 65% pour le orange. Saviez-vous que l'orgasme d'un cochon dure 30 minutes et que vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête sur un mur? Par contre, la fourmi peut soulever 50 fois son poids, le tirer 30 fois et tombe toujours sur son côté droit lorsqu'elle est intoxiquée. Un cafard vivra 9 jours sans sa tête avant de mourir de faim. Alors qu'un adolescent peut vivre sans tête pendant 5 ans mais doit se nourrir toutes les 45 minutes. Les études comportementales issues du digital et du big data, la multiplication des données, issues de la navigation sur le web et des achats en e-commerce permet de modéliser l'humain connecté. Les objets connectés contribuent également à cette mécanisation de nos habitudes de réflexion et d'action. Des recherches, effectuées sur Google jusqu'au déplacement réel, il est aujourd'hui tout à fait possible d'anticiper et d'influencer la plupart de nos comportements. Cette fois, les mathématiques sont au cœur du dispositif avec des algorithmes très sophistiqués qui nous conduisent vers le côté obscur du web. Eh bien oui, grâce à ces études, nous avons appris notamment qu'un cheveu humain peut supporter le poids de 13 kg. Le pénis de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son pouce. L'os de la hanche est plus solide que le ciment. Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme, tandis qu'il y a environ 1000 milliards de bactéries sur chacun de vos pieds. Les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les hommes. Alors que la peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus que son cerveau. Votre corps utilise 300 muscles juste pour se tenir en équilibre lorsque vous êtes debout. Attention, si votre salive ne peut pas dissoudre quelque chose, vous ne pouvez pas y goûter. Et surtout, n'oubliez pas que les femmes ont écouté attentivement ce message et toutes les informations contenues, tandis que les hommes qui écoutent sont toujours en train de mesurer la taille de leur pouce.